Voilà, Bezat Hashem, voilà. On va maintenant faire un petit kiff, étudier quelques questions diverses sur Shabbat. L'une des habitudes pour honorer le Shabbat consiste à réserver une canette de ma boisson préférée et la boire le Shabbat. Certains me disent que c'est interdit. Pourquoi cela serait-il interdit? Réponse. Alors attention, je vous dis d'avance, il y a différents avis. On va selon ce qu'il dit lui et encore d'autres. Bon, en tout cas, entendons ce qu'il dit, le Divrénim. Ouvrir une canette ou une conserve en termes halachiques, c'est procéder à une découpe précise selon un pré-découpage. Or, découper de manière précise est interdit pendant le Shabbat. C'est aussi pour certains décisionnaires créer un récipient qui n'existerait pas avant l'ouverture. La canette. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai pas dit que tu peux l'ouvrir autrement. Mais quand est-ce qu'elle devient un réceptacle? Une fois que tu as ouvert la languette. Donc, selon certains avis, à ce moment-là, tu es en train de créer, tu es en train de pseudo-créer un keli. Mis à part le fait que quand on découpe précisément, vu la languette, qu'aujourd'hui elle est très précise, il y a un problème de mehater. Mehater, c'est couper précisément. En la matière, vous trouverez donc des avis qui interdisent complètement d'ouvrir les canettes et boîtes de conserve durant Shabbat, d'autres qui permettraient, et enfin certains qui permettent seulement à condition que vous faisiez un trou dans la partie inférieure de la conserve avant ouverture pour éviter de créer un objet ou que vous n'ouvriez pas la languette complètement. D'accord? Donc soit tu fais un trou à après tu ouvres, ouais, tu fais harakiri, soit tu ouvres la languette pas complètement. Donc c'est un pseudo-ouverture. Le mieux est donc d'ouvrir avant Shabbat ces récipients. Encore une fois, s'il y a un problème, tu vas perdre des gaz et tu n'auras plus le goût, c'est à étudier. En général, moi, avant Shabbat, j'essaye, moi, mes enfants, d'ouvrir toutes les boissons et de refermer. Pas besoin de fermer très fort. Le tout, c'est que ce soit fermé. Quand tu vas très fort, après Shabbat, tu commences à t'énerver, tu vas amener le cassoir, on va réouvrir. On dit non, ça va, tranquillement. Durant Shabbat, en fin de repas, nous avons l'habitude de manger en dessert un gâteau, cake au chocolat ou autre, avant le birkat d'Amazon. Doit-on faire le birkat de Maisonot, la bracha de Maisonot sur ce gâteau? Alors, ça dépend. Alors, il y a des conditions. Il y a des conditions. Je vais vous dire déjà. Une seconde. Alors, une seconde. Déjà, je vais vous dire oralement le principe. Pratiquement, on va lire un peu les détails. Oralement, le principe est le suivant. Il y a 3 avis au moins dans Siman Koussamech Ed Rohaim de Echad Brachot. Qu'est-ce qui différencie entre Hamotzi Amin Haaretz et Maisonot? Parce qu'a priori, les deux sont des pâtes. Un truc, voilà, bourricasse. Quelle est la différence entre un bourricasse et un morceau de pain? Alors, il y en a qui disent que le principe est quand c'est croustillant ou pas. C'est croustillant, c'est Maisonot. Ça s'appelle Pat Abba Bekisnin, qui est mentionné dans la Gemara Maseret Brachot. Un des explications Kisnin, la chaîne Kosses, que c'est croustillant. Donc, croustillant Maisonot, non croustillant à moitié. Alors, je dis non, monsieur. Non, Rav. La différence, c'est est-ce que c'est mémoulé? On dit mémoulé fourré? Fourré. Si c'est fourré, c'est Maisonot. En général, c'est Kisnin, dans le sens qu'il y a Kissin. C'est quoi Kissin? Des poches. Donc, fourré. Fourré de chocolat. Et le fou rire. Et d'un autre côté, le pain, il n'est pas fourré. Donc c'est à moitié, c'est Maisonot. Troisième et dernière différenciation. Non. Pour moi, c'est ni la croustillance qui décide, ni le fourrage, mais ce qui consiste, est-ce que la pâte est douce ou pas? Le pain, il n'est pas doux. Alors que la pâte d'un gâteau est douce. Maintenant, de façon pratique, le jour, quand tu n'as pas fait moti, tu veux goûter un gâteau. Tant que le gâteau, il a une des 3 conditions. Il est doux, même s'il n'est ni croustillant, ni fourré. Il est fourré, mais il est ni doux, ni croustillant. Il est croustillant, il est ni doux, ni fourré. Tu fais Maisonot. Pourquoi? Parce que ça fait que moti, ça fait que Maisonot. Tu fais Maisonot. Bon, d'accord. Par contre, quand tu as fait Netila, tu as fait un moti sur du pain. Si tu viens en fin de repas faire Maisonot, parce que, faire Maisonot en fin de repas, tu rentres dans un doute. Pourquoi? Selon l'avis qui dirait par exemple, on va prendre un exemple. Tu es en fin de repas
un gâteau qui est ni croustillant et ni doux, mais fourré. Selon l'avis qui dit que ce gâteau-là, eh ben, il est encore moti. Parce que lui, il te dit, moi, pour que ce soit maisonneux, il faut que ce soit croustillant. Or, puisqu'il n'est pas croustillant, il peut être même fourré et doux, et à la rigueur, c'est encore moti. Donc, le moti que j'ai fait sur mon pain, en début de repas, la quitte. Si quand même je vais m'entêter de faire maisonneux, je suis en train de faire une bracha qui est interdite selon certains avis. Donc, dans le safek, je ne refais pas la bracha. Ainsi de suite pour chacun des cas, les 3 cas de figure que j'ai cités tout à l'heure. Par contre, quand on a les 3 conditions réunies, ça veut dire, après, on va prendre un exemple, peut-être, il me semble comme un millefeuille, aussi bien croustillant, la pâte serait douce, en tout cas, c'est à vérifier, un crème schnitz, et il est aussi fourré, apparemment, c'est maisonneux, selon tous les avis. Dans ce cas-là, bien que j'ai fait un moti en début de repas, c'est bien beau, mais je vais faire maisonneux parce que dans tous les cas, dans tous les avis, il n'a pas été acquitté par le pain selon tous les avis. Ça, c'est le principe général. Donc, toi, tu voulais ajouter une nouvelle remarque. Tu dis, tant qu'à faire, on a le droit, à Baudet, vous n'êtes pas en train de vous rendre compte, vous êtes en train d'apprendre des tonnes de notions. Des tonnes. Maintenant, j'ai pas fini. Maintenant, tu voulais proposer d'autres choses que reporter le gâteau après Birkat. De façon générale, je vais faire une remarque. Il y a une notion qui s'appelle bracha shenat tzricha. C'est quoi bracha shenat tzricha? C'est une bracha inutile. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. L'exemple est un peu poussé, mais après il y a plein d'autres exemples. Par exemple, oui, l'exemple, par exemple, une personne a fait chez Akol sur un verre d'eau. Il dit, moi j'aime Hachem. Je veux refaire sur un nouveau verre d'eau chez Akol. Oh. Et là, c'est ça. Tu as fait chez Akol sur de l'eau, tu as encore soif, tu as l'intention de continuer à boire, la bracha initiale perpétue. Il y a des conditions, mais un truc. Donc là aussi, ton moti par exemple, imaginons, hein, il est en train d'acquitter ton gâteau, selon les différents avis, quand il n'y a pas les 3 conditions réunies, etc. Donc quand tu es en train de faire un stratagème de détacher ton gâteau et de mettre en fin de repas, tu es en train de causer une bracha inutile, relativement, selon un des avis, etc. Mais, de façon générale, on peut permettre ce genre de choses-là dans 2 cas de possibilité. Quand mon intention est de m'échapper de la discussion. Là, mon but, c'est pas je fais ça parce que je veux exprimer mon amour. Je veux m'éloigner de la discussion. Là, tu as le droit. Donc, tout ce qu'on dit, bracha shenat tzricha, la bracha n'est pas nécessaire quand elle est complètement inutile. Mais quand je cherche à m'acquitter selon tous les avis, je trouve une espèce de stratagème, c'est une utilité, c'est tzricha. Ou, en d'autres cas, comme Shabbat. Shabbat, des fois, on a du mal à récolter sans brachot. Donc, on a le droit, à la rigueur, des fois même de causer, des barottes, causer entre guillemets, supplémentaires pour compléter les 100 brachot. Pourquoi? Parce que l'intérêt d'arriver à 100 brachot une fois par jour, que nos sages ont instauré, est suffisant pour cela. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un minhag, chez peut-être quelques sparadim, et même chez les Marocains surtout, au Haïm Akadosh, il en parle. Il te dit que des fois, il y en a qui piquent les salades un peu avant le repas. Ils piquent les salades. Elle dit, attends, je vais bientôt faire un étila, et ton moti, il va acquitter des carottes, sans cuites, etc. Donc, je dis oui. Et puisque mon intérêt, c'est avant le moti, de créer une bonne raison de faire une bracha, c'est un intérêt suffisant pour gagner les 100 brachot. Attention, c'est une grande discussion dans ce dernier cas, mais en tout cas, vous avez compris l'idée. Une seconde. Voilà, on va finir ce cours-là. Maintenant, je vais vous lire un peu ce qu'il a marqué dans Divrei. Après tout ce... Non, on finira une seconde. Donc, lui, il veut te dire, déjà, il commence de façon un peu dramaturge, il te dit, c'est un problème. Quoi? Comment faire avec le gâteau au chocolat, le pauvre? Il est en train de dégouliner, et ça te fait mal au cœur. Est-ce que tu le manges en fin de Birkat? Après Birkat, que faire? Voici pourquoi. Selon certains des dictionnaires, la bracha de votre cake est maisonnante. Mais selon d'autres, elle est moti. En pratique, donc, si vous mangez votre cake en dehors d'un repas, alors on tranche que vous faites maisonnante. Cependant, lorsque ce cake est consommé durant un repas, puisque vous avez fait moti au début, on craint que, selon l'avis que le cake est moti, vous soyez déjà acquitté et que vous ne puissiez pas faire maisonnante sur ce cake. En pratique, c'est donc une situation à éviter. Plusieurs solutions existent
présentées par ordre chronologique. Choisissez la plus simple pour vous. Et ça, j'ai pas encore tout dit. Primo, avant de faire motzi, faire un mésonote sur un bisli ou une gaufrette qui sont mésonotes selon tous les avis, en pensant d'une part à ne pas acquitter le pain du repas, puisque vous ferez motzi dessus, et de l'autre part à acquitter les mésonotes, dont le cake au chocolat ou la tarte aux pommes que tu vas manger dans le dessert. Secondo, en faisant la bracha de motzi, au début de votre séouda, avoir l'intention explicite d'acquitter les mésonotes que vous prendrez en dessert. Troisième possibilité. Donc, première, bisli, je parle en code. Second, pendant motzi, dire, allez, toi aussi gâteau, tu vas rentrer dans le même wagon. Tertio, au moment du dessert, faire mésonote, non pas sur votre cake, mais sur un aliment dont tout le monde s'accorde à dire que la bracha est mésonote, même au cours d'un repas, comme une gaufrette. Elle est aussi bien, la gaufrette elle-même, elle est aussi bien douce, fourrée, croustillante, bien que sur un certain avis. Alors moi j'ai des vies, je crois même Rav Massouz la Vachalom, ils disent que eux, la gaufrette, c'est chez Akol, parce que techniquement parlant, au niveau de la gaufrette, en l'occurrence, l'essentiel c'est la gaufrette, le chocolat. Bon. Mais maintenant, on passe selon les autres avis. Tu vois, j'en ai jamais sorti d'auberge. D'un repas comme une gaufrette, et vous pensez au passage à quitter votre cake. Quatrième proposition, au moment du dessert, faites Shehakol sur un carreau de chocolat en pensant à quitter le cake. Shehakol acquitte dans tous les aliments a posteriori. C'est sûr qu'il ne faut pas faire Shehakol sur ton gâteau en situation régulière. Mais là, puisque tu es en situation de doute, de discussion, de dire la fait Shehakol sur le chocolat et pense à quitter au passage le gâteau. Le Benchaï, il ramène ça entre autres. Dernièrement, faire d'abord le birkat, puis ensuite faire les mésonotes sur le dessert. Vous avez compris la chronologie? Bisli avant le motzi, pensez pendant le motzi, gaufrette avant le cake, bout de chocolat avant le cake, ou à dire ciao ciao bambino après la birkat Amazon. Super la bouteille. Changer de table. Bonne journée. Changer de table.